Le papier tremblant entre les mains de Mavis Lever portait 23 lettres disposées en groupes de 5 dénuées de sens pour quiconque en Grande-Bretagne. Mais elles venaient de prouver qu'elles n'étaient pas dépourvues de sens du tout. 25 mars 1941. La mathématicienne de 25 ans venait de briser le chiffre naval italien. Elle savait exactement ce que ces lettres disaient et ce qu'elles signifiaient. La flotte de guerre italienne naviguait droit dans un piège. Elle courut dans le couloir du manoir réaménagé, longeant les salles où des dizaines d'autres jeunes femmes étaient penchées sur des feuilles couvertes de calculs, de fréquences de lettres et de probabilités, dépassant les portes verrouillées derrière lesquelles les machines-bombes cliquetaient à travers des milliers de positions de rotors chaque heure. Elle fit irruption sans frapper dans le bureau de Dilly Knox. Dilly, je l'ai. Knox, le vétéran cryptanalyste qui avait déjà percé des variantes d'Enigma avant la guerre, leva les yeux de son bureau. Il prit le décryptage, le lut, son visage changea. C'était le moment qui allait définir Bletchley Park, répété des centaines de fois au cours des 4 années de guerre, l'instant où le charabia devenait signification, où l'impossible devenait routine, où les décrypteurs britanniques lisaient les pensées les plus secrètes de l'ennemi. Mais le choc ne disparaissait jamais, car ce qu'ils lisaient était souvent plus terrible que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le chemin vers cet instant avait commencé dans un manoir du Buckinghamshire, acheté par le gouvernement en 1938 pour 5 500 £. Bletchley Park se trouvait à 80 km au nord-ouest de Londres, assez proche pour la coordination, assez loin pour la sécurité. Le manoir victorien en briques rouges ressemblait à une maison de campagne particulièrement laide. En septembre 1939, il abritait la Government Code and Cipher School et environ 200 personnes à qui l'on venait de confier une tâche impossible, casser Enigma. Lire les communications militaires allemandes. Le faire avant que la Grande-Bretagne ne perde la guerre. La machine Enigma ressemblait à une machine à écrire enfermée dans une boîte en bois. On appuyait sur une touche, le courant électrique passait à travers un tableau de connexion, puis à travers 3 rotors, pouvant être disposés dans 60 combinaisons différentes, chacun offrant 26 positions de départ possibles. Une ampoule s'allumait pour indiquer une lettre, c'était le message chiffré. Les rotors s'avançaient à chaque frappe, modifiant sans cesse le codage. Les mathématiques étaient vertigineuses, avec 3 rotors parmi 5 possibles et les connexions du tableau. Enigma offrait plus de 158 millions de réglages différents. Les Allemands la croyaient inviolable. Ils avaient tort, mais de peu. Les cryptanalystes polonais avaient brisé les premières versions d'Enigma en 1932, travaillant secrètement pendant 7 ans. En juillet 1939, à la veille de l'invasion allemande, ils partagèrent tout avec les services de renseignement britanniques et français, leurs répliques fonctionnelles d'Enigma, leurs méthodes, leurs découvertes. Ce fut l'un des dons de renseignement les plus importants de l'histoire. Mais les Allemands n'avaient cessé d'améliorer le système nouveau rotors branchement plus complexe. Enigma naval ajoutant même un 4e rotor. Chaque changement obligeait à recommencer depuis le début. Alan Turing arriva à Bletchley en septembre 1939. Âgé de 27 ans déjà reconnu comme un mathématicien prodigieux, il aborda le problème d'Enigma différemment des autres. La force de la machine résidait dans sa variabilité, mais cette variabilité obéissait à des règles, et les règles pouvaient être exploitées. Il conçut la bombe, un ordinateur électromécanique capable de tester rapidement des milliers de positions de rotors à la recherche de contradictions. Si une configuration produisait des combinaisons impossibles de lettres, elle était écartée. On passait à la suivante. La première bombe, appelée Victory, entra en service en mars 1940. Elle mesurait 2 mètres de haut, plus de 2 mètres de long, pesait une tonne et faisait le bruit de 1000 aiguilles à tricoter. Elle travailla d'abord lentement, puis de plus en plus vite, à mesure que d'autres bombes furent installées et que les cryptanalystes perfectionnèrent leur technique. La première percée significative dans l'Enigma de l'armée allemande eut lieu en janvier 1940.
Le message déchiffré était banal, un rapport météo, mais il prouvait que le système fonctionnait. Au fil des mois, d'autres décryptages suivirent, demandes de ravitaillement, ordres de déplacement, rapports de perte. Chaque message décrypté était appelé un flimsy, parce qu'il était imprimé sur un papier très fin, pouvant être détruit instantanément en cas d'urgence. Gordon Welchman, mathématicien de Cambridge, lut ses premiers flimsy et remarqua quelque chose que les purs cryptanalystes n'avaient pas vu. Les messages formaient un réseau. Les unités rendaient compte à leur quartier général. Le quartier général émettait des ordres aux unités. Les mêmes indicatifs d'appel revenaient sans cesse. En cartographiant ces relations, on pouvait prévoir où chercher les messages, quels cribs, mots, repères pourraient fonctionner, quels liens étaient les plus précieux. Gordon Welchman construisit tout un système de renseignement autour de ces décryptages. On appela cela l'analyse du trafic savoir, qui parlait à qui quand et à quelle fréquence. Parfois, les métadonnées valaient plus que le contenu même des messages. En mai 1940, alors que l'Allemagne envahissait la France, Bletchley lisait régulièrement une partie du trafic de la Luftwaffe, pas rapidement mais suffisamment pour fournir des alertes sur les grandes opérations aériennes. Assez pour que cela compte. Les messages eux-mêmes étaient étonnamment directs. Les communications militaires allemandes étaient professionnelles, efficaces et détaillées. Et elles n'utilisaient pas de codes internes complexes, car les Allemands considéraient Enigma comme inviolable. Ils écrivaient donc en clair. Les pilotes de la Luftwaffe signalaient leurs cibles, leurs charges de bombes, leur niveau de carburant. Les unités terrestres décrivaient leur position, leurs pertes, leurs besoins logistiques. Les Allemands disaient tout aux Britanniques sans jamais imaginer que quelqu'un écoutait. Hugh Alexander, champion d'échecs recruté à Bletchley, décrivit plus tard la lecture des décryptages. C'était comme jouer aux échecs en voyant les pièces de son adversaire, alors que lui ne voyait pas les vôtres. Mais le poids de cet avantage était lourd. Joanne Clark, l'une des rares femmes cryptanalystes travaillant directement sur Enigma, se souvenait avoir déchiffré un message décrivant les victimes d'un bombardement sur Londres. Le rapport allemand était précis. Clinique, autant de bâtiments détruits, autant de morts estimés. Le raid avait eu lieu la nuit précédente. Elle avait entendu les bombes elles-mêmes, un tonnerre lointain depuis Bletchley. Et maintenant, elle lisait l'évaluation des dégâts par les équipages allemands eux-mêmes. C'était très étrange, raconta-t-elle des années plus tard, de lire le courrier de l'ennemi pendant qu'il essayait de vous tuer. La véritable percée se fit par étapes entre 1940 et 1941. Plus de bombes de meilleurs cribs et des livres de codes capturés sur des navires météorologiques et des U-boats allemands indiquant les réglages pour certains jours précis. Chaque progrès ouvrait une nouvelle fenêtre sur les opérations allemandes. À la mi-1940, Bletchley lisait régulièrement l'Enigma de la Luftwaffe. Pendant la bataille d'Angleterre, le Fighter Command recevait les renseignements ultra, le nom de code, donnés aux informations issues d'Enigma sur les raids aériens allemands. Pas pour chaque attaque, ni avec un grand préavis, mais assez pour positionner les escadrons et éviter qu'ils ne soient surpris au sol, assez pour savoir quand les grands raids approchaient. Puis vint le 14 novembre 1940. Le décryptage arriva cet après-midi-là, une grande opération de la Luftwaffe prévue pour la nuit même. Cible Coventry, la ville industrielle du Midlands. Plus de 400 bombardiers incendiaires et explosifs. Le raid serait massif. Churchill fut confronté à un choix impossible. Prévenir Coventry, évacuer la ville, mobiliser les pompiers, mais risquer ainsi de révéler que quelque chose n'allait pas, que les Britanniques lisaient Enigma. Les Allemands enquêteraient, comprendraient peut-être que le code était brisé, et tout l'avantage du renseignement disparaîtrait. Ou bien ne rien dire, laisser le raid se dérouler, protéger la source. Les historiens ne savent toujours pas exactement ce que Churchill savait, ni quand. Mais le raid eut lieu. Plus de 500 bombardiers larguèrent 600 tonnes de bombes sur Coventry. 568 morts. La cathédrale médiévale fut détruite. Des milliers de bâtiments furent réduits en cendres,
À Bletchley, le lendemain, ils lurent les rapports allemands, post-action description, détaillés des dégâts, auto-congratulations sur le succès de l'opération. Les cryptanalystes savaient qu'ils auraient pu prévenir la ville. Et ils savaient qu'ils ne l'avaient pas fait. Peter Hilton, jeune mathématicien à Bletchley, parla plus tard de la lecture de certains décryptages, décrivant des atrocités. Nous savions des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête, et nous ne pouvions le dire à personne, pas même vraiment entre nous. Il fallait juste le savoir et vivre avec. La nature même de la guerre changea lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique le 22 juin 1941. La directive NDEG 21 du Führer, émise le 18 décembre 1940, avait tout prévu. Les forces armées allemandes devaient se préparer à anéantir la Russie soviétique par une campagne éclair. Cette directive passa par le chiffre Lorentz que Bletchley n'avait pas encore réussi à briser. Mais une fois l'invasion commencée, les ordres opérationnels furent transmis par Enigma. Et ces ordres révélèrent quelque chose de plus sombre encore que la stratégie militaire. Les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination, suivaient que la Wehrmacht à travers le territoire soviétique. Leurs rapports circulaient sur les canaux de police Enigma que Bletchley lisait déjà à la fin de 1941. Les rapports étaient bureaucratiques précis terrifiants, tant de juifs tués dans cette ville, tant de partisans exécutés dans ce village. Les chiffres étaient exacts. Le langage euphémique, mais sans ambiguïté. Les décrypteurs lisaient le génocide en temps réel. Aucun document ne mentionne qu'un seul employé de Bletchley ait refusé de travailler après avoir lu ces messages. Cette connaissance semblait au contraire les pousser à travailler encore plus dur. Ils lisaient le mal, et leur seule réponse possible était d'aider à l'éradiquer plus vite. Mais le code le plus difficile demeurait intact, l'énigme navale. La Kriegsmarine utilisait 4 rotors au lieu de 3 et modifiait ses réglages plus fréquemment. Dans l'Atlantique, les U-boots étranglaient la Grande-Bretagne, coulant les navires marchands plus vite qu'on ne pouvait les remplacer. En 1941, la bataille de l'Atlantique semblait perdue. Sans percer Enigma Marine, les décrypteurs ne pouvaient que regarder. La percée vint non pas des mathématiques, mais d'une capture. Le 9 mai 1941, la Royal Navy força le U-110 à faire surface au sud de l'Islande. Une équipe d'abordage s'empara du sous-marin avant que l'équipage n'ait le temps de détruire sa machine Enigma et ses livres de code. Les documents saisis donnèrent à Bletchley les réglages nécessaires. En quelques semaines, il lisait le trafic des U-boots. Les itinéraires de convoi purent être ajustés pour éviter les meutes de loups et les sous-marins furent traqués à leur tour. L'effet fut immédiat, les pertes chutèrent davantage de cargaisons, atteignirent de la Grande-Bretagne. Puis en février 1942, les Allemands introduisirent une nouvelle variante d'énigme navale dotée de protections supplémentaires. Bletchley replongea dans l'obscurité. Pendant 10 mois, ils furent incapables de lire les communications des U-boots. Les pertes explosèrent plus de 600 000 tonnes de navires coulés rien qu'en novembre 1942. Les cryptanalystes travaillaient frénétiquement nouvelles méthodes, plus de bombes. Enfin, en décembre 1942, ils repercèrent le code. La bataille de l'Atlantique tourna à nouveau. Les décrypteurs commencèrent à comprendre qu'ils lisaient le système nerveux de la guerre. Chaque décision allemande, chaque ordre, chaque rapport de situation passait par Enigma. Casser assez de messages assez vite permettait de voir toute la machine de guerre en temps réel. En 1943, Bletchley employait 9000 personnes. La plupart étaient de jeunes femmes venues des universités formées au secret, affectées à des tâches précises. Certaines faisaient tourner les bombes, d'autres analysaient le trafic, d'autres traduisaient les décryptages ou les classaient. L'opération était devenue industrielle. Les bombes fonctionnaient jour et nuit dans de longues baraques derrière le manoir. Chaque machine testait des positions de rotors
jusqu'à trouver un réglage possible, puis s'arrêtait. L'opératrice vérifiait le résultat manuellement, le plus souvent c'était faux. Alors la machine repartait. Quand un réglage fonctionnait, quand le charabia devenait de l'allemand, l'opératrice ressentait une vague de triomphe, puis passait aussitôt au message suivant. Sarah Bering, opératrice de bombe, se souvenait. On restait là à regarder les tambours tourner, et soudain la machine s'arrêtait. On se disait « Est-ce que c'est ça ?» On testait, et parfois oui, on avait cassé le code, on avait fait quelque chose qui comptait, puis on recommençait. Mais le renseignement le plus haut niveau provenait d'une source totalement différente. En 1940, les services britanniques apprirent que les Allemands avaient développé un nouveau système de chiffrement pour les communications personnelles d'Hitler avec ses maréchaux. Le chiffre Lorentz était bien plus complexe qu'Enigma 12 Rotors, un nombre de combinaisons presque infini. Les Allemands l'appelaient Geheimschreiber, l'écrivain secret. Le casser semblait impossible. Mais John Tiltman, l'un des cryptanalystes les plus brillants de Bletchley, trouva une faille. En août 1941, un opérateur allemand commit une erreur fatale. Il envoya un long message via Lorentz, plus de 4000 caractères. Le destinataire demanda une retransmission. L'opérateur renvoya le message avec les mêmes réglages, mais en abrégeant différemment certains mots. John Tiltman se retrouva donc avec deux versions du même message chiffrées avec la même clé. Une situation qui aurait dû être inutilisable. Et pourtant, il réussit à en tirer parti. Il parvint à extraire le schéma de la clé. Il fallut des mois de travail, mais il finit par casser le message. Cela donna à Bletchley la logique du système Lorentz, mais chaque message utilisait des réglages différents. Il fallait un moyen de trouver ces réglages rapidement. Un ingénieur du post-office, Tommy Flowers, proposa alors de construire un ordinateur électronique, non pas un calculateur mécanique comme les bombes, mais une machine utilisant des tubes à vide fonctionnant à la vitesse de l'électricité. Ses collègues le prirent pour un fou, trop de tubes trop fragiles. La machine ne marcherait jamais. Flowers la construisit quand même. Colossus, le premier ordinateur électronique à grande échelle de l'histoire, entra en service en février 1944. Il occupait une pièce entière, utilisait 1500 tubes à vide et pouvait traiter 5000 caractères par seconde. Il pouvait casser un message Lorentz en quelques heures, au lieu de plusieurs semaines. L'intelligence qu'il révéla était extraordinaire. Les directives d'Hitler à ses maréchaux passaient par Lorentz sa pensée stratégique, ses ordres pour les grandes opérations, ses évaluations de la situation militaire. Bletchley lisait les communications personnelles du Führer. Il lut sa directive ordonnant de tenir Stalingrad à tout prix, même lorsque la 6e armée était déjà encerclée. Il lut ses ordres aux maréchaux de l'Ouest sur l'endroit où il attendait l'invasion alliée. Il lut ses instructions sur le déploiement des armes V, la production de chasseurs, à réaction la défense du Reich lui-même. Un décryptage de mars 1944 révéla qu'Hitler croyait que les Alliés débarqueraient dans le Pas-de-Calais et non en Normandie. Cette information fut cruciale pour la préparation du jour J. Les Alliés savaient ainsi que leur plan de désinformation fonctionnait, car ils lisaient l'analyse d'Hitler lui-même. Les décrypteurs de Bletchley n'oubliaient jamais qu'ils lisaient des ordres de mort. Chaque directive allemande signifiait que des soldats se déplaceraient vers des positions où les forces alliées les combattraient. Des Britanniques et des Américains mouraient à cause de ces ordres, mais davantage encore mouraient si la guerre durait plus longtemps. Le dilemme éthique était permanent. Plus on casse les codes vite et complètement, plus on raccourcit la guerre. Mais on lit le courrier de l'ennemi, ce qui semble déloyal, même quand l'ennemi est l'Allemagne nazie. On lit des récits d'atrocités qu'on ne peut pas empêcher. On apprend des choses qu'on ne pourra jamais révéler. La sécurité autour d'Ultra était absolue. Les décryptages étaient imprimés sur un papier hydrosoluble qui se dissolvait au contact de l'eau, ne laissant aucune cendre en cas de tentative de destruction. Ils étaient livrés dans des boîtes verrouillées jamais copiées. Après lecture, ils étaient renvoyés à Bletchley et détruits. Seule une poignée de commandants
connaissait la véritable source d'Ultra Eisenhower Montgomery et quelques chefs aériens et navals. La plupart des officiers recevaient les renseignements ultra déguisés en rapports de reconnaissance ou en informations d'agents. La règle d'or était claire. Ne jamais agir sur Ultra seul si cela risquait de révéler la source. Avant de bombarder une cible identifiée par Ultra, des avions de reconnaissance survolaient d'abord la zone. Avant d'attaquer un U-boot repéré par décryptage, un avion de patrouille devait d'abord le localiser. Les Allemands devaient croire leur communication totalement sûre. Cette discipline fut respectée jusqu'à la fin de la guerre. L'Allemagne ne comprit jamais qu'Enigma avait été brisé. Elle y fit confiance jusqu'au bout, alors que les Alliés anticipaient chacune de ses décisions. Churchill recevait chaque jour une boîte contenant les décryptages les plus importants. Il les appelait mes œufs d'or et les lisait avec obsession. Ces informations orientaient chaque décision majeure, où envoyer les convois, quand lancer les offensives, comment répartir les ressources. Les Britanniques et les Américains ne se contentaient pas de mener la guerre. Ils jouaient en lisant le livre de jeu de l'ennemi. L'impact est presque impossible à mesurer, mais les historiens estiment qu'Ultra a raccourci la guerre de 2 à 4 ans. Il a sauvé des millions de vies, rendu le débarquement possible, gagné la bataille de l'Atlantique, révélé les faiblesses allemandes à exploiter et les forces à éviter. Mais à Bletchley, ceux qui faisaient ce travail n'en connaissaient presque jamais les effets directs. Ils déchiffraient les messages. Ils les faisaient remonter la chaîne. Ils passaient simplement au message suivant. Les implications stratégiques étaient classifiées bien au-dessus de leur niveau. Mavis Leversel, qui avait brisé le chiffre naval italien avant la bataille du Cap Matapin, ne découvrit qu'après la guerre que son décryptage avait permis à la Royal Navy de couler 3 croiseurs italiens, tuant 2000 marins ennemis pour seulement 3 pertes britanniques. Elle savait qu'elle avait percé quelque chose d'important, mais pas que cela avait changé le cours d'une bataille. La plupart des vétérans de Bletchley Park ne parlèrent pendant 30 ans de ce qu'ils avaient fait. Le Official Secrets Act les liait au silence absolu. Ils avaient participé à l'opération de renseignement la plus réussie de l'histoire et ils ne pouvaient en parler à personne. Ils retournèrent à leur vie ordinaire, à l'enseignement, à la recherche, à des carrières civiles, emportant des secrets qu'ils ne partageraient jamais. Lorsque l'histoire devint enfin publique dans les années 1970, le monde découvrit l'ampleur de leur accomplissement, les mathématiques impossibles, le travail acharné, le poids du savoir et la discipline du silence. Alan Turing, celui qui avait rendu tout cela possible, était mort en 1954 sans jamais recevoir de reconnaissance publique. Poursuivi pour homosexualité en 1952, castré chimiquement, il fut retrouvé mort 2 ans plus tard, empoisonné au cyanure. La nation qui l'avait sauvé l'avait détruit. Les autres vécurent plus longtemps, mais beaucoup furent tentés par ce qu'ils savaient et ne pouvaient dire. Ils avaient lu la Shoah en direct, vu les ordres envoyant des millions à la mort, connu des vérités qui auraient changé la perception de la guerre, et pourtant, ils étaient restés silencieux parce que la mission l'exigeait. Peter Hilton, interrogé sur ce que cela faisait de lire ces décryptages, répondit « Nous savions que nous lisions le mal. Le mal pur décrit dans un langage administratif, et tout ce que nous pouvions faire, c'était essayer d'y mettre fin plus vite. » Les preuves matérielles du travail de Bletchley furent détruites après la guerre. Les bombes furent démantelées. Les ordinateurs Colossus démontaient leurs plans brûlés. Le gouvernement ne voulait laisser aucune trace de cette capacité. Le site faillit même devenir un lotissement résidentiel. Mais l'impact demeura. L'informatique moderne descend directement de Colossus. Les agences de renseignement contemporaines s'inspirèrent des méthodes de Bletchley. L'idée qu'une analyse mathématique combinée à un traitement industriel des données pouvait briser l'inviolable devint la base du renseignement électromagnétique. Et l'histoire humaine resta. Des milliers de personnes, pour la plupart jeunes, pour la plupart inconnues, qui avaient lu les secrets de l'ennemi et ne les avaient jamais révélés. Qui avaient porté le poids de ce savoir et compris qu'elles faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes.
lorsqu'elles lurent pour la première fois les ordres d'Hitler, lorsqu'elles virent les mots allemands émerger du chaos, elles ressentirent le triomphe, puis immédiatement la responsabilité. Et elles reprirent le travail, car il y avait toujours un autre message à déchiffrer, un autre code à briser, un autre secret à révéler. La guerre serait gagnée par les soldats marins et aviateurs, mais elle le serait plus vite et avec moins de morts grâce à ce qui s'était passé dans les baraques de Bletchley Park. Parce que quelques jeunes gens étaient très doués en mathématiques, très dévoués à leur mission et très prêts à garder des secrets qu'ils ne pourraient jamais partager. Ils lurent les ordres d'Hitler, les rapports de ses généraux, la vérité de la guerre, au moment même où elle se déroulait, et ils utilisèrent ce savoir pour anéantir le régime qu'il avait déclenché. C'est ce que disaient en silence les décrypteurs britanniques quand ils lisaient les ordres d'Hitler. Pour la première fois, rien à personne pendant 30 ans. Ils gardèrent le secret. Ils firent le travail. Ils aidèrent à gagner la guerre. Puis ils rentrèrent chez eux et se turent parce que c'était ce que la mission exigeait. Les « œufs d'or » de Churchill continuèrent d'arriver jusqu'à la fin. Le dernier décryptage des communications militaires allemandes fut reçu le 7 mai 1945, la veille de la reddition de l'Allemagne. C'était un message banal administratif, la machinerie d'un régime mourant encore en fonctionnement jusqu'à la dernière minute. Puis la machine s'arrêta. La guerre était finie. La plus grande opération de cryptanalyse de l'histoire avait réussi complètement, et presque personne ne sut jamais qu'elle avait eu lieu.